Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour et bienvenue dans Durable, une émission d'Objectif Tech, le podcast produit par Capgemini qui tend le micro à celles et ceux qui portent la voix du changement dans leur entreprise en direct du studio du 147. Vous avez probablement déjà entendu parler de sobriété hydrique. Premier marqueur du changement climatique, l'eau est aujourd'hui une ressource en tension dans notre pays et pour cause. En France, 55 sites industriels concentrent à eux seuls 25% des prélèvements d'eau destinés à l'ensemble du secteur. Aujourd'hui, ces sites sont soumis à des objectifs ambitieux de sobriété hydrique par l'intermédiaire du plan eau annoncé par le gouvernement, c'était en mars 2023, et doivent réduire leur consommation de plus de 12% d'ici 2030. C'est une économie de 77 millions de mètres cubes d'eau. Les investissements nécessaires pour y parvenir sont colossaux. Nous parlons de 327 millions d'euros répartis sur 160 projets structurants. Néanmoins, ces chiffres traduisent une réalité incontournable. L'accès à l'eau, qui jadis était considéré comme un acquis, devient une contrainte stratégique. Désormais, chaque litre consommé doit être justifié, optimisé et, si possible, réutilisé. Face à l'urgence, il existe pourtant des solutions. Avec nous, aujourd'hui en plateau, pour en parler, deux professionnels qui vont nous aider à décrypter ce qui se joue en ce moment. Élodie Fenaillon, directrice environnement et économie circulaire du groupe Saint-Gobain. Antoine Sautenet est également là. Tu es directeur développement durable du groupe Michelin. Bonjour à vous deux et bienvenue. Objectif Durable, une émission présentée par Valère Coréard. Élodie Fenaillon, peut-être commencer sur cette question que j'ai pour toi. Quels sont les usages dans vos domaines et qu'est-ce que ça représente en termes de volume ? Alors, chez Saint-Gobain, on a plein d'activités variées. On a 1000 sites industriels dans 80 pays. Et donc, notre consommation, c'est 40 millions de mètres cubes à peu près. Ce qui peut être pas très parlant, mais on va dire que c'est 16 000 piscines olympiques pleines qui sont remplies. Et donc, c'est nos prélèvements tous les ans. Sur quelle période ? Ah voilà, chaque année. Chaque année. Donc, on a besoin de beaucoup d'eau dans vos métiers. Alors, on a besoin de beaucoup d'eau. Alors, on utilise beaucoup pour les refroidissements parce que dans nos activités, on a des activités verrières. Donc, on a beaucoup de refroidissement pour ces équipements-là. Mais on l'utilise aussi dans nos produits. Donc, quand on fabrique du gypse, des plaques de plâtre, les produits de la chimie de la construction. Et puis, on fait aussi beaucoup du lavage pour nos vitraux, nos verres de fenêtres et d'automobiles. Alors, on va comparer ça avec le groupe Michelin. Antoine Sautenet, donc tu es directeur développement durable chez Michelin. C'est les mêmes ordres de grandeur. Et alors, c'est sur quel métier, quelles applications ? Oui, on est sur des ordres de grandeur assez comparables, puisqu'on est à 22,5 millions de mètres cubes par an. Donc, on n'a pas la même comparaison. C'est pas des piscines olympiques, mais c'est environ la consommation annuelle d'une ville comme Lyon, par exemple. Donc, c'est quand même assez similaire, même si, globalement, l'industrie manufacturière de pneumatiques n'est pas très consommatrice d'eau. Ça reste une ressource stratégique pour nous, pour une raison simple. Quels sont les usages ? C'est principalement pour la fabrication des pneumatiques, et ça sert à la cuisson, donc la vapeur d'eau qui sert à la cuisson des pneumatiques, comme un gâteau, si vous voulez. Et donc, ça sert à la cuisson des pneumatiques, et ça sert également au refroidissement des équipements, donc assez similaire à Saint-Gobain de ce point de vue-là. Donc, dans vos deux cas, on est quand même sur une ressource qu'on peut qualifier d'essentielle ? Oui, stratégique, oui, tout à fait. Élodie Fenaillon, quelles sont les conséquences, les épisodes de sécheresse, par exemple, sont-ils la seule cause de cette pénurie, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, cette raréfaction de cette ressource, cette précaution qu'on a aussi à l'endroit de cette ressource ? L'eau, chez nous, c'est essentiel. On ne sait pas produire actuellement sans eau. Et donc, ce n'est pas qu'une question de quantité, de disponibilité, mais c'est aussi une question de qualité. Donc, souvent, on va associer les éléments, la sécheresse au climat, donc au manque d'eau. On peut aussi avoir associé au climat des excès d'eau avec des inondations. Mais on a aussi les risques de pollution et de qualité d'eau. Donc, en fait, de tout ça fait que cette ressource, on en a besoin en quantité et en qualité. Et clairement, on ne sait pas produire sans eau aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut dire que vous êtes confronté à un stress hydrique ? C'est ce dont je parlais. Alors, le stress hydrique, on l'a identifié. Donc, tous nos sites sont mappés. Donc, on utilise des outils assez connus pour ça. Et donc, sur nos 1000 sites, on sait qu'on a 100 sites qui sont situés dans des zones à stress hydrique extrêmement élevées. Et donc, on s'est fixé d'ailleurs comme objectif d'avoir que ces sites ne rejettent plus du tout d'eau dans ces zones-là d'ici 2030.
Est-ce que ça a tendance à évoluer à la hausse, justement, le nombre de sites notamment concernés par le stress hydrique ? Oui, tout à fait. Il y a 5 ans, c'était 80 sites. On voit bien qu'on en a 100 maintenant. Les zones changent aussi un peu. Des fois, il y a des zones qui étaient fortement concernées ou pas. On en avait assez peu en Europe. Maintenant, on a de plus en plus en Europe, en Italie, en Espagne. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui grandit et qui bouge aussi, parce que ce n'est pas fixe. Antoine, est-ce que ce sont les mêmes constats côté groupe Michelin ? C'est-à-dire, vous êtes confronté au stress hydrique et l'évolution est plutôt défavorable ? Oui, globalement, c'est la même évolution. C'est un enjeu économique majeur. Il faut évidemment toujours faire le lien entre la question du stress hydrique et la question de l'adaptation au changement climatique. Donc, de la même manière, on a fait un mapping avec une meilleure connaissance des risques de stress hydrique sur nos sites de production. Nous, c'est 121 sites de production sur tous les continents. Ce que l'on peut observer, c'est que c'est un sujet qui concerne nos usines, comme celle de Saint-Gobain, mais également nos fournisseurs. Donc c'est vraiment un enjeu systémique. Et la question du stress hydrique, notamment les vagues de chaleur, les jours de chaleur humides, les jours de chaleur sèche, ce sont des éléments qui sont en forte progression sur l'ensemble des zones, notamment en Amérique du Nord et en Asie pour les 20 prochaines années. Ce que je comprends dans ce que tu m'expliques et aussi dans ton propos, Élodie, c'est qu'on n'est pas uniquement sur une question environnementale, on est aussi, et peut-être surtout, sur une nécessité économique face à l'augmentation des coûts, des risques liés à la disponibilité de la ressource. Chez Michelin, d'ailleurs, vous avez fixé un prix interne de l'eau. Oui, effectivement, face à ces enjeux, ces risques liés à la disponibilité, donc à l'accès à l'eau, on parle finalement de droit à opérer, au fond. Et donc, pour cela, on a mis en place un prix interne de l'eau qu'on a fait passer assez récemment de 90 centimes d'euros à 5 euros le mètre cube. Et l'objectif, c'est vraiment de valoriser l'eau et d'en faire un incitatif pour orienter les décisions industrielles. Et donc, c'est un élément majeur, donc c'est un véritable tournant économique puisque ça rentre un peu comme le prix interne du CO2 qu'on observe souvent dans les entreprises. On est dans la valorisation des externalités négatives. Ça permet d'orienter les investissements. Et en plus des 5 euros le mètre cube, on a également une pondération compte tenu du stress hydrique parce qu'on le sait tous, l'eau, c'est un enjeu avant tout local. Donc, on pondère les risques et les incitatifs en fonction de la localisation de nos sites de production. Donner un prix interne à l'eau, c'est ce qu'on fait au sein du groupe Michelin. Élodie, chez Saint-Gobain, lorsque vous mappez, comme tu le disais à l'instant, les différents sites sur lesquels il y a des prélèvements, il y a de l'utilisation, est-ce que vous avez toujours cette notion du local ? Parce que, comme le disait Antoine, on est vraiment sur un sujet local, j'allais dire presque ultra local en définitive. Il faut beaucoup de granularité quand même dans la compréhension de la situation. Oui, tout à fait. Et puis, souvent, même les outils qu'on utilise qui nous aident à identifier ces zones n'ont pas cette granulométrie-là. Donc, on peut des fois avoir des zones, notamment en France, on sait qu'il y a beaucoup de zones donc d'arrêtés sécheresse, de zones sécheresse, etc. Et donc, oui, c'est très important d'être au niveau local. Et donc, c'est pas qu'une question environnementale, c'est aussi une question économique. Ça, j'imagine que tu le confirmes. On est vraiment là-dedans. Mais oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, chez Saint-Gobain, nous nous sommes inspirés de chez Michelin. Et donc, l'année dernière, nous avons aussi mis en place ce prix interne de l'eau. Et il a évolué aussi de la même manière ? Alors, on vient de le lancer. Ah, okay. Donc, pour le moment, on le teste. Mais on avait déjà un prix interne du carbone et on a un bon retour justement pour mettre plus d'importance sur cette valeur de l'eau. Donc, Saint-Gobain le teste, Michelin l'éprouve puisqu'il est en train d'évoluer. Antoine, est-ce que donner une valeur économique à l'eau, c'est une manière de repenser aussi vos modèles de production, de consommation ? Qu'est-ce que ça a changé ? Je crois que ça remet en question de manière assez fondamentale des modèles qui sont fondés sur l'illusion de l'abondance. C'est vrai pour le CO2, c'est vrai également pour l'eau. Donc on parle vraiment d'un changement de logique. Quand on valorise une externalité négative comme l'eau, on parle de changement de logique, aussi d'orientation très concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vraiment des décisions d'investissement qui sont modifiées par le prix interne de l'eau. Et ce qu'on observe, c'est vraiment des usages plus raisonnables de l'eau, une optimisation des procédés de production et une réduction des prélèvements en eau. Donc on s'oriente vers des solutions techniques qui vont vers une réduction réelle des prélèvements en eau pour nos sites de production. Donc ça a permis vraiment d'avoir une logique économique fondamentale. Après, un point important, c'est qu'on parle de... C'est une logique économique, on valorise la rareté de l'eau. Il n'empêche que l'eau ne doit pas être considérée néanmoins comme une marchandise. Et donc, on doit toujours avoir en tête que l'accès à l'eau est une question de droit fondamental. Donc, trouver le bon équilibre entre la valorisation économique et ce qui relève du droit ou du bien commun. Oui. On y viendra sans doute, mais
sur la question du partage finalement de l'eau, notamment à l'échelle des bassins versants. Et lorsque tu évoques de l'optimisation, tu as un exemple à l'esprit de ce qui a pu être vraiment mis en œuvre concrètement ? Oui, bien sûr. On a quelques exemples concrets dans nos usines, nos sites de production. Il y a un exemple concret sur un site en Espagne, à Valladolid, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Madrid. Et donc, dans ce cadre-là, on a mis en place une solution technique pour la réutilisation d'eau sale, donc réutilisation d'eau qui a permis finalement de réutiliser près de 90% des eaux et finalement de diviser par 2 en 5 ans nos prélèvements en eau. Donc très concrètement, sur le volet eau réutilisée, ça a permis de faire des progrès assez considérables. Élodie Fenaillon, pour le groupe Saint-Gobain, dans cette même idée de redonner une valeur, vous avez fait une étude très concrète sur une nouvelle approche en cas de pénurie dans votre usine de Chanterelle. De Chantereine, oui, tout à fait. En fait, on a fait un diagnostic hydrique assez poussé de nos installations. Et le but était d'identifier d'abord nos usages et puis ensuite de savoir si finalement, en cas de stress hydrique, en cas d'alerte sécheresse, quelles étaient les machines qu'on pouvait couper et les machines qu'on ne pouvait pas couper. Et donc, en l'occurrence, Chantereine, c'est un de nos fours verriers. Donc, typiquement, un four ne peut pas être arrêté. Par contre, il y a beaucoup d'équipements annexes qui utilisent de l'eau. Et donc, cette étude nous a permis vraiment d'identifier lesquels on coupait en priorité, lesquels on coupait après, avant. Et ça nous a permis donc d'identifier ça et donc d'être mieux préparés. Tout à l'heure, Antoine parlait d'adaptation aussi, mais c'est vraiment de l'adaptation au changement climatique et au stress hydrique d'avoir ce type d'approche. Et c'est intéressant parce qu'on ne connaît pas forcément vos métiers. Donc, un four verrier, c'est ce que tu disais, oui. Doit être ouvert et tourné en continu. En continu. On ne peut pas l'arrêter, sinon le verre qui est à l'intérieur se fige et le four est cassé. Donc, il faut tout recommencer. Donc, il y a des usages critiques pour lesquels l'eau est vraiment nécessaire. Pour revenir, Antoine, sur l'exemple que tu évoquais à Valladolid, c'est ça, en Espagne. Est-ce que c'est duplicable finalement et à quel horizon ? Oui, parce qu'on a toujours la même approche qui est une approche multilevier. Donc, on optimise nos procédés, on essaie de recycler au maximum et puis surtout, on essaie de réduire nos prélèvements à la source. Donc, c'est une approche, on va dire, de réflexion notamment sur les eaux industrielles que nous avons sur tous nos grands sites européens, nord-américains. Donc, on a la même approche avec une économie à peu près similaire sur le site de Cuneo en Italie, où on a également imaginé des solutions pour les eaux industrielles avec une économie assez importante sur les prélèvements en eau. Donc, c'est quelque chose qui est complètement duplicable. Et le point important, c'est qu'on va aussi au-delà de simplement dupliquer des solutions techniques. On a également des procédés de fabrication qui évoluent. Et notamment l'électrification des presses de cuisson, donc ce qui sert à cuire nos pneumatiques, sont de plus en plus électrifiées. Et donc, on économise l'eau au fur et à mesure du processus de production de nos pneumatiques. Et c'est là aussi où on voit l'articulation entre l'eau et les autres sujets environnementaux. On réduit en même temps la consommation d'énergie. Donc, on allie à la fois sobriété et les questions d'innovation. Alors, électrifié, parce qu'avant, ou du moins le mainstream sur ce processus-là, c'était quelle source d'énergie ? Des ressources fossiles, principalement. Donc, ça dépend ensuite du mix énergétique. Et plus gourmand en eau aussi ? Et plus gourmand en eau également. Et donc, ça dépend ensuite des pays et des mix énergétiques des pays. Bon, c'est bien, on découvre vos métiers aussi, c'est l'intérêt de mieux saisir tout ça. Élodie Fenaillon, pour le groupe Saint-Gobain, vous avez lancé un fonds dédié au projet industriel doté de 15 millions d'euros ? Oui. Tout à fait. Il y a 3 ans, parce que nous voulions vraiment accélérer. Donc, nous avons l'ambition de réduire nos prélèvements de 50% d'ici 2030. Et donc, pour accélérer sur ces sujets, on a créé ce fonds qui est dédié. Donc, tous les ans, tous les sites nous proposent des projets eau qu'on étudie avec la direction industrielle. On regarde leur payback, donc les euros, les mètres cubes économisés par euro. Et puis, on décide d'allouer ou pas ce fonds à un certain nombre de projets. Donc, cette année, c'est 50 sites qui vont bénéficier de ce fonds. Et puis, on attend 2 millions de mètres cubes d'eau économisés grâce à ces projets. Donc, on comprend que vous expérimentez des technologies innovantes. L'objectif, c'est d'optimiser les processus, les changer, recycler, réutiliser l'eau usée, limiter les pertes, limiter l'utilisation. Antoine Sautenay pour le groupe Michelin, c'est notamment ce que vous faites sur votre site des Gravenches. Oui, les Gravenches est à Clermont-Ferrand, donc le lieu également du siège de Michelin. Et effectivement, Gravenches, c'est une vitrine technologique du groupe
C'est la première, usine qui est net zéro CO2 au monde, industrie de pneumatiques. Donc c'est vraiment la vitrine technologique du groupe. Et de ce point de vue-là, on a traité à la fois les questions de climat-énergie, mais aussi les questions d'eau, en investissant près de 3 millions d'euros pour l'établissement d'une tour adiabatique qui permet de travailler l'eau en circuit fermé. J'imagine que vous avez le même type de procédé. Une tour adiabatique. Adiabatique qui permet le refroidissement en fait, de l'eau, de l'état liquide à l'état de vapeur, via un processus de refroidissement. Donc ça permet d'économiser l'eau. Et ça a permis de fait d'économiser près de 10 000 mètres cubes par an, donc soit une réduction de 60% des prélèvements en eau. Donc on est vraiment dans cette logique d'optimisation de l'usage. Au-delà de l'exemple que j'ai donné en Espagne, qui est le recyclage des eaux usées, on a vraiment des solutions de vraiment beaucoup de sobriété, de diminution des prélèvements. Élodie, tu peux nous donner un exemple de technologie, peut-être de vitrine technologique, pour reprendre le terme d'Antoine, mais au niveau de Saint-Gobain ? Au niveau des technologies de l'eau, en fait, contrairement, j'ai envie de dire peut-être sur le climat où il y a beaucoup de choses à créer, à innover, les technologies de l'eau, elles existent. Elles sont là depuis assez longtemps, en fait, faire du recyclage, du traitement de l'eau, etc. Mais en fait, finalement, ce qui est nouveau, c'est la façon dont on va faire travailler tout ça ensemble. Donc, si on prend une boucle fermée, par exemple, c'est de l'ultrafiltration, du traitement d'osmose, du traitement UV, mais c'est aussi du monitoring en continu. Donc, on a fait beaucoup d'efforts sur le mesurage en continu, l'utilisation d'intelligence artificielle, etc. Et donc, en fait, ce qui est surtout nouveau, c'est la façon dont on travaille ensemble pour travailler sur nos meilleures connaissances de l'eau et donc une meilleure gestion de la ressource. Bonjour Laurent Bromet. Bonjour. Bienvenue, tu es vice-président Capgemini Engineering en charge des sujets Climate Tech. Alors, on vient d'écouter ces premiers retours d'expérience côté Michelin, côté Saint-Gobain, mais si on essaye de dézoomer à l'échelle de la France, quels enjeux pour les industriels aujourd'hui y a-t-il autour de la gestion de l'eau ? Alors, on les a déjà bien abordés au travers des témoignages d'Élodie et d'Antoine. Le premier, c'est la disponibilité de l'eau. On l'a vu, l'eau est une ressource fondamentale pour les industriels. Les procédés ne peuvent pas fonctionner sans cette eau. Donc, il est crucial de préserver, et ça c'est le premier enjeu, la capacité de production industrielle en mettant en place des mesures préventives adaptées à chaque site. Puisqu'on l'a vu que c'est des problématiques locales. Ce qui est vrai en France n'est pas forcément vrai en Espagne, qui n'est pas forcément vrai en Italie. Donc ça concerne évidemment les actifs existants, les usines existantes, mais aussi tous les nouveaux investissements qui sont envisagés. Ce critère-là doit être complètement intégré dans les décisions d'investissement. Le deuxième, c'est l'adaptation aux évolutions de la qualité de la ressource. Je pense notamment à la production d'énergie. Une augmentation de température de l'eau peut conduire à des restrictions de production, qui peut avoir aussi un impact par effet domino sur d'autres industriels. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième, c'est la conformité réglementaire et les enjeux liés à la RSE. Il ne faut pas les oublier non plus. Les réglementations sur l'utilisation et le traitement de l'eau deviennent de plus en plus strictes, qui obligent à faire des investissements aussi au niveau des entreprises. Et on l'a vu, il y a un coût qui est associé maintenant à l'eau. Et l'objectif, évidemment, c'est d'avoir aussi, en termes de compétitivité, d'avoir des investissements qui puissent être derrière rentabilisés, soit sur une économie, aussi sur une meilleure gestion des risques. Et puis enfin, Antoine l'a abordé, la supply chain. On ne peut pas se limiter aux bornes de son usine. En fait, une usine doit être alimentée en amont et doit pouvoir évacuer ses produits en aval. Et il faut que l'ensemble de la supply chain, que ces risques de stress hydrique, notamment des supply chains globalisées, soient complètement intégrés. Et là-dedans, Laurent, est-ce que tu identifies déjà des bonnes pratiques et puis aussi la façon peut-être dont la technologie peut être utile et un levier d'amélioration dans tout ça ? Alors, les bonnes pratiques, on les a aussi beaucoup abordées. Elles sont de plusieurs ordres. Les premières, c'est les pratiques de bonne maîtrise technique. On l'a vu, minimiser la consommation en modifiant ou en optimisant des procédés. Et l'innovation a un rôle clé ici. Augmenter ou mettre en place des actions de recyclage et de réutilisation, évidemment, donc toujours des modifications. Et aussi envisager l'utilisation de ressources alternatives. On peut imaginer l'utilisation d'eau de pluie, lorsque c'est possible, en ayant des stockages tampons pour pouvoir utiliser lorsqu'on en a besoin. Ça, c'est le premier niveau de bonne pratique. Le deuxième, c'est organisationnel. La formation du personnel, des équipes techniques,
est clé, parce que c'est une sensibilisation, c'est comme des sujets qui sont assez nouveaux, même s'ils sont présents depuis longtemps, mais malgré tout, il y a une accélération, donc cette notion-là de formation est importante. Partager les meilleures pratiques, et pas uniquement à l'échelle de l'entreprise. Vous avez donné un excellent exemple de pratique sur le coût du CO2, et le travail donc en écosystème, qui est aussi très très important. Alors la technologie, oui, elle a un rôle crucial. On l'a vu, l'innovation et le développement technologique des procédés sont indispensables pour répondre à ces enjeux-là. La simulation est un autre levier. On l'a vu, on n'est pas dans un monde figé. Malheureusement, le changement climatique continue. Le stress hydrique va continuer à évoluer, et donc ces simulations sont juste nécessaires pour pouvoir se projeter à l'échelle de la durée de vie des assets industriels. Ça, c'est important. Et Élodie l'a abordé aussi, l'optimisation requiert des actions de supervision de temps réel, aujourd'hui de plus en plus pour être optimisée, de collecte de données, de capteurs intelligents, en extraire la valeur de ces capteurs, l'analyser, utiliser évidemment des outils digitaux et l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment clé. Alors, c'est des sujets qu'on connaît bien chez Capgemini. Donc, vous savez, Capgemini est un grand groupe, plus de 340 000 personnes. Il y en a grosso modo la moitié qui vit en Inde. Et donc, on a décidé de mettre en place un centre de commande à Bangalore, centralisé, qui monitore et qui manage l'ensemble de nos campus. Donc, un nombre important de personnes. On a démarré au début avec un angle autour de l'optimisation de la consommation énergétique. Et on y a intégré dans un deuxième temps la gestion de l'eau. Donc on a mis en place nos propres procédés de traitement, de monitoring, d'optimisation, de recyclage, en utilisant les dernières technologies, et l'IA notamment. Merci beaucoup. Laurent Bromet, je le rappelle, tu es vice-président Capgemini Engineering en charge des sujets Climate Tech. Tu restes avec nous parce que on va poursuivre cette discussion, notamment en regardant vers l'avenir, voir comment on peut renforcer notre résistance au stress hydrique. Laurent parlait de technologie et Élodie Fenaillon, tu es directrice environnement et économie circulaire chez Saint-Gobain, au sein du groupe Saint-Gobain. Toi, tu dis que la technologie seule, ça suffira pas. Alors, je dis que la technologie est importante, mais il y a aussi beaucoup d'actions. Déjà, il y a des actions fortes de management. Ça veut dire que déjà, il faut vouloir aller sur ces sujets-là. L'eau, actuellement, dans certaines régions, ça coûte pas cher. Donc, des paybacks sont longs. Et donc, des fois, dans un cadre d'une logique industrielle, ces projets-là, ils rentrent pas en priorité. Donc, nous, d'ailleurs, on travaille beaucoup, moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelle le coût réel de l'eau. C'est-à-dire, c'est pas le coût qu'on achète à la ville ou de robinet, mais c'est tous les coûts qui sont induits. Donc justement, on parlait de traitement, mais finalement, une pompe qui prend l'eau à un endroit qui l'emmène à l'autre, c'est de l'électricité, c'est de la maintenance, etc. Donc voilà, donc il y a tous ces choses-là à prendre en compte. Et donc, ce n'est pas qu'une question de technologie, il faut aussi décider d'aller sur ces engagements-là. Et on a de la chance parce que chez Saint-Gobain, nos managers sont très impliqués et très motivés par le sujet. Et donc, dans les gros leviers d'action, ça va être la sobriété, ça va être renoncer à une implantation à tel endroit ou repenser son implantation. Alors, comme on le disait au début, il y a toutes les actions de réduire, de recycler, évidemment. Nous, on travaille actuellement à essayer de mesurer l'impact financier que peut avoir une interruption d'eau pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois sur nos activités. Quelle ligne on arrête, comme je le disais pour Chantraine, mais aussi quel client on arrête de livrer, parce que du coup, ça veut dire qu'il faut réduire la production, etc. Et puis, on prend aussi beaucoup en compte ça dans nos acquisitions, donc les nouveaux sites qu'on achète, et aussi dans nos investissements. Donc tout à l'heure, je parlais de nos sites en zone à stress hydrique extrêmement élevé. Ces sites-là sont prioritaires pour le fonds eau. C'est sur ces sites-là qu'on investit principalement. Antoine Sautenay, tu es directeur développement durable du groupe Michelin. Est-ce que tu fais le même constat qu'Élodie, à savoir la technologie, oui, mais pas seulement ? Complètement, je partage totalement le constat. Michelin, c'est une entreprise d'innovation. On n'est pas des experts de l'eau. D'ailleurs, on fait appel à beaucoup d'expertise par ailleurs pour nous aider sur les questions de solutions techniques, d'optimisation de l'usage, etc. Mais évidemment, c'est un sujet qu'il faut prendre de manière systémique. Sinon, on ne peut pas traiter du sujet seul. On a d'ailleurs évoqué les questions de stress hydrique. Laurent, tu l'as évoqué, mais effectivement, ça ne vient pas que de la sécheresse. Il y a une multitude d'éléments qui ajoutent à la pression constante sur la ressource en eau. L'urbanisation, la pollution, la hausse de la demande que tu as évoqué également. Donc, on a beaucoup de facteurs qui jouent sur le sujet. Et donc, ça en fait un sujet
où l'écosystème est absolument nécessaire. Tu l'as évoqué. Donc, on travaille sur différentes dimensions. Hein. On travaille évidemment sur on l'a évoqué déjà, la meilleure connaissance des risques, le mapping. On a des objectifs aussi assez ambitieux. On avait évoqué le plan 2023, on y reviendra peut-être, mais nous, on a un objectif de réduction de moins 33% de nos prélèvements en eau par rapport à 2019. Donc, c'est très concret. Et puis, on a des solutions techniques, encore une fois, qu'on met en œuvre. Mais je crois que le point le plus important, et c'est un point sur lequel on est en train de travailler, donc c'est vraiment un processus qui est en cours, c'est la question au fond, de comment travailler la gestion durable de l'eau à l'échelle des bassins versants. On l'a dit, c'est un enjeu très local. On a besoin de comprendre deux points clés. Le premier, c'est la question de l'état hydrologique du bassin versant dans lequel nous opérons. Mais souvent, il y a d'autres acteurs, des agriculteurs, d'autres industries, l'usage domestique, évidemment, des habitants d'une commune. Avec la question du partage, donc. Et donc, la question du partage se pose. Et donc, c'est là qu'intervient la deuxième étape, qui est comment on travaille, comment on collabore avec les parties prenantes en local pour justement aménager des solutions de partage juste de l'eau. Et donc ça, c'est un point absolument critique. Donc on est en train de travailler, on est en train de réfléchir à la sélection, la priorisation d'un certain nombre de sites où nous avons beaucoup de stress hydrique, des parties prenantes multiples. Et donc on a vraiment un besoin de travailler en commun de manière systémique. Et bon, on a des résultats. En 20 ans, on a quand même réduit nos prélèvements de près de 280 millions de mètres cubes. Donc, c'est considérable. C'est la consommation annuelle pendant 5 ans de la ville de Bruxelles. Mais on a vraiment besoin de travailler en commun, en écosystème, à l'échelle des bassins versants. Très clair, Antoine. Et concernant le plan eau, vous le trouvez suffisant ? Il a permis de faire des avancées ? Il va dans le bon sens ? Il va tout à fait dans le bon sens. C'est-à-dire tu l'as évoqué en introduction, mais je crois que c'est 53 mesures. C'est un travail très, très étoffé avec des mesures de sobriété, d'optimisation d'usage. Donc, c'est un catalogue, je dirais, de mesures très intéressant, mais je dirais qu'il n'est sans doute pas encore à la hauteur de l'enjeu. Ah oui. Il faudrait sans doute accélérer, simplifier et donner une vision de l'avenir beaucoup plus claire. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, on est à l'échelle des bassins versants, on est tous concernés, les collectivités locales, les industriels, les individus. Donc, on a vraiment besoin d'aller plus vite. On ne peut plus gérer la question de l'eau en silo. On a besoin vraiment de travailler avec l'ensemble des parties prenantes. Et donc, c'est vraiment une stratégie, ce à quoi on appelle, c'est vraiment une stratégie d'adaptation globale à l'échelle nationale. Le stress hydrique existe aujourd'hui, parlons notamment de la France, Élodie, mais avec les enjeux de réindustrialisation, on en parle beaucoup à l'échelle nationale ou européenne, ça veut dire qu'on va rajouter une couche de pression, non ? Tout à fait, parce que la réindustrialisation, c'est ramener des entreprises qui souvent sont fortement consommatrices dans l'agroalimentaire, la pharmacie, etc. Donc ça va rendre cet enjeu encore plus crucial et ça va augmenter la pression sur la ressource. Donc c'est sûr que dans ce cadre-là, les entreprises qui auront une gestion saine et bonne de la ressource en eau, ça fera un critère de compétitivité supplémentaire, c'est sûr. Merci Élodie Fenaillon, tu es directrice environnement et économie circulaire au sein du groupe Saint-Gobain. Merci à toi aussi Antoine Sautenay, directeur développement durable du groupe Michelin. Et puis merci à notre chroniqueur maison de haut niveau, Laurent Bromet, vice-président Capgemini Engineering en charge des sujets Climate Tech. Merci beaucoup pour vos éclairages. On y voit un peu plus clair, le sujet est complexe avec beaucoup d'enjeux. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner et laisser des étoiles sur vos plateformes de streaming préférées, à partager cet épisode avec votre entourage. Vous pouvez aussi aller écouter Trajectoire, l'émission d'Objectif Tech présentée par Delphine Legarlès qui aborde le sujet de la transition numérique. À très bientôt pour un nouvel épisode de Durable, une émission de Capgemini qui part à la rencontre de celles et ceux qui agissent en faveur d'un avenir plus durable.